C'est terminé. Rien n'est terminé. Rien. Tout continue à cause de vous. C'était pas ma guerre. C'est vous qui m'avez appelé, pas moi. J'ai fait ce qu'il fallait pour gagner, mais on n'a pas voulu nous laisser gagner. Et je suis revenu dans le monde. Et j'ai vu ces larves m'attendre à l'aéroport. Me conspuer comme un criminel. Ils m'ont traité de toutes les saloperies, ils m'ont appelé le boucher. Mais qui sont-ils pour me faire des prochains? Qui sont-ils? Est-ce qu'ils étaient à ma place en pleine jungle? Ils nous jugent, ils savent pas de quoi ils parlent. C'est un moment dur pour tout le monde, Rambo. Tout ça, c'est du passé maintenant. Pour vous! Pour moi, la vie civile, c'est rien. Au combat, on avait un code d'honneur. Tu couvres mes arrières, je couvre les tiens. Mais ici, y a plus rien. Tu es le dernier d'un groupe d'élite. Ne finis pas comme ça. Là-bas, je pilotais un avion de chasse. Je pouvais conduire un tank. J'avais en charge $1 million de matériel. Mais ici, j'arrive pas à avoir un boulot. Gardien de parking! Ah! Oh Dieu. Où ils sont tous? Où ils sont? Les amis. Il est de force. J'ai tous les gars avec moi là-bas. Là-bas, j'ai toujours avec les autres. C'était mes amis. Ici, j'ai plus rien. Qui est ce terroriste? Pourquoi avez-vous autant de valeur pour lui? Ce salopard a essayé de m'éliminer cette nuit, mais il a échoué. À l'aube, je vais le traquer comme un animal et j'accrocherai sa peau au mur. Vous n'aurez pas à le traquer. Pourquoi? C'est lui qui vous trouvera. Vous êtes fou. Un homme seul contre des commandos d'élite. Mais pour qui prenez-vous cet homme? Dieu? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non. Ça va, ta blessure? Vous nous avez appris à ignorer la douleur. Ça marche? Pas vraiment. Mais je vous en veux pas. Merci. Spetsnaz! Докладывай! Tu m'entends? Qui êtes-vous? Ton pire cauchemar. Je vous ordonne de vous rendre et vous aurez un procès équitable. Lâchez vos armes maintenant et restez où vous êtes. Tu as une idée? Lâchez vos armes! Ça va être dur de les encercler. Donc rebonjour. Alors dernière vidéo donc pour cette semaine hein, donc sur la politique. Alors là je vous ai mis deux extraits donc d'une saga qui va être assez emblématique de l'époque, qui va pas mal représenter finalement les États-Unis dans des années 80 dans les mémoires collectives. C'est la figure de John Rambo, qui est effectivement finalement une sorte de figure emblématique de cette décennie des années 80, que ce soit en termes culturels, hein, on est dans l'ère des gros muscles, du triomphe des salles de sport, etc. Et donc la testostérone à fond les ballons. Et effectivement, c'est assez intéressant comme saga au niveau politique, parce qu'effectivement, c'est une saga qui a énormément changé. Le premier volet, il date de 1982. Donc c'est l'extrait avec le son très fort, hein, je m'en excuse, hein, c'est vrai que là, le montage c'est pas ma spécialité encore, hein, même si j'apprends des choses, je ne maîtrise pas encore très bien. Le premier extrait, donc c'est le premier Rambo qui à l'époque s'appelait First Blood, donc premier sang et pas Rambo. Et là vous voyez qu'on a une image des États-Unis qui vient directement de la fin des années 70, donc des États-Unis traumatisés par la guerre du Vietnam, avec des anciens combattants qui en fait se retournent contre leur propre pays, puisque l'histoire de Rambo 1, c'est qu'il fait finalement la guerre une fois rentré aux États-Unis contre un pays qui n'a l'air de plus l'accepter du tout. Effectivement, c'est extrêmement critique. Le premier Rambo, il y a une seule personne de tuer, c'est un policier qui le maltraite. Hein. C'est la violence policière contre un ancien héros du Vietnam qui est devenu complètement clochardisé et complètement perdu dû au stress post-traumatique. C'est un film qui est très critique, très social en fait. C'est absolument pas l'image qu'on en a eu après. Parce qu'effectivement, dès Rambo 2, ils sont encore plus forts, avec Rambo 3, hein, vous avez vu, il y a une autre image qui se forme. Dans Rambo 2, il retourne au Vietnam, donc pour... D'ailleurs, justement, l'une des répliques que j'ai pas pu retrouver en VF facilement sur YouTube, c'est justement quand le colonel lui propose de retourner au Vietnam, et lui dit « cette fois-ci, on y va pour gagner ». Donc on voit déjà un glissement idéologique qui est assez clair. Et dans Rambo 3, vous l'avez vu, on a des Russes très
très très méchants qui ont envahi l'Afghanistan, où il y a les gentils moudjahidines, donc les gentils guerriers musulmans qui combattent donc les méchants Russes colonisateurs, qui torturent les Américains qui sont juste venus servir de conseillers militaires en Afghanistan, puisque c'est d'ailleurs pour ça que le colonel, le supérieur de Rambo est parti. Et on a Rambo qui arrive pour le sauver, qui est beaucoup plus fort que tout le monde, parce que c'est l'Amérique finalement fière et combattante qui effectivement donc s'impose et détruit tous ces méchants soviétiques. Et ça, c'est vraiment un glissement analogique qui vient de l'époque de Reagan. On a parfois parlé de saga Rambo et Rocky comme des symboles effectivement de la révolution réganienne, à savoir qu'effectivement, on passe de films qui sont dans leur premier volet assez contestataires, qui montrent vraiment des mecs qui va mal, qui va très mal finalement, avec des gens qui viennent de la classe, avec des héros comme Stallone les incarnait, comme lui-même finalement venait de cette famille, de cette partie-là, à savoir donc, vu que c'est un Italo-américain à la base, donc des gens qui viennent vraiment donc, de milieux défavorisés, qui ont été brisés par la guerre, par les problèmes sociaux, et qui se transforment finalement peu à peu en icônes de la réussite américaine, que ce soit en termes militaires ou en termes sportifs, et qui affrontent des Russes impitoyables, extrêmement méchants, avec aucune once d'humanité. Et ça, effectivement, c'est caractéristique de l'époque, puisqu'effectivement, je vous avais dit qu'il y a une révolution donc réganienne qui est donc une révolution économique, mais c'est aussi une révolution politique. Et c'est ça qu'on va traiter maintenant, c'est qu'effectivement, cette révolution, elle va être aussi donc totalement politique en fait. C'est qu'effectivement, donc dans les années 80, donc quand Reagan arrive au pouvoir, il va résumer en fait sa politique extérieure, elle peut être résumée par un slogan: America is back. L'Amérique est de retour. Alors là, je vous avais dit qu'on pouvait comparer un peu des fois Reagan à Trump. Là, pour le coup, il y a une opposition complète, c'est que Ronald Reagan, il est au contraire dans l'idée que l'Amérique doit de nouveau être là, présente finalement avec ses alliés, doit à nouveau être un leader du monde libre et combattre, y compris donc par la course aux armements, l'URSS. L'URSS, Reagan le dit lui-même, c'est l'empire du mal. Et c'est pour ça qu'il va relancer la course aux armements. Je vous disais que finalement la seule exception de la baisse des crédits publics, qui aura des fortes conséquences sur les systèmes de santé et les systèmes éducatifs ou universitaires, en fait c'est l'investissement dans l'armement. C'est qu'effectivement Reagan il va relancer la course aux armements en lançant ce qu'on appelle parfois familièrement le programme Star Wars, puisque c'est la grande époque des années 80, donc notamment le début, c'est la grande époque de Star Wars qui est un phénomène culturel énorme. Donc en fait, plus réellement, ils appellent ça l'IDS, ce que vous avez finalement derrière, la Strategic Defense Initiative, qui est en fait une division, donc finalement, qui fonde une sorte de ce que maintenant Trump a nommé la Space Force, à savoir effectivement la guerre spatiale, à savoir avoir des satellites qui permettent effectivement donc d'empêcher un bombardement nucléaire venu de l'URSS. Donc effectivement, il relance cette course aux armements. Et on verra, ce sera notamment un coup fatal à l'URSS qui va essayer de suivre la compétition et va s'épuiser à essayer de suivre la puissance économique américaine qui est donc servie de cette course aux armements. De plus, on a aussi finalement un accord entre Ronald Reagan et l'Arabie Saoudite pour limiter l'influence du choc pétrolier. On renégocie les prix du pétrole avec l'Arabie Saoudite pour qu'il rebaisse un peu. Ce qui permet aussi justement de faire baisser les revenus donc, de l'URSS qui dépend en grande partie de la vente de pétrole pour assurer sa survie. Enfin, vous avez aussi à l'époque, on a y revenir, l'URSS qui a son propre Vietnam, qui est la guerre en Afghanistan. Et on a donc là aussi, c'est ce que je vous disais avec le Rambo 3, c'est pas pour rien que je l'ai pris en exemple, c'est pas uniquement pour m'amuser, même si ça compte un petit peu, c'est qu'effectivement les États-Unis soutiennent effectivement les combattants, les moudjahidines afghans qui se battent contre les soviétiques. Et ils soutiennent aussi même les combattants étrangers musulmans qui viennent pour faire le djihad contre les communistes, parce qu'effectivement on va y revenir plus tard, mais quelque part en fait, on assiste aux préparations de la décennie suivante, à savoir effectivement la naissance d'un islam politique radical et militarisé. Et effectivement, dans les combattants qui vont être soutenus à l'époque par les États-Unis, par l'argent américain, même s'il est milliardaire, donc il va ramener son propre argent, vous avez donc un guerrier anti-soviétique, ce que vous avez donc sur l'image. Donc un guerrier anti-soviétique qui vient d'Arabie Saoudite, d'une famille nombreuse,
mais extrêmement riche, et ce Saoudien qui se bat contre la Russie en Afghanistan, avec en partie les fonds américains, c'est Oussama Ben Laden. Et ouais, donc effectivement, Oussama Ben Laden, il a été soutenu à la base par l'argent américain, puisque le ennemi commun était à l'époque l'URSS. Évidemment, vous savez que ça a tourné de manière extrêmement différente. Alors effectivement, donc les États-Unis sont en train finalement donc de remporter la guerre froide, notamment sur le terrain monétaire, ce qui va être essentiel. Sur les autres terrains aussi, le modèle démocratique a plutôt le vent en poupe. Comme je vous le disais, on a les dernières dictatures qui s'effondrent en Europe, donc dans les années 70 avant, et on a effectivement toute l'Europe du Sud, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, qui rentrent dans la communauté économique européenne. Et dans le même temps, vous avez aussi les grandes dictatures en Amérique latine, notamment en Argentine et au Brésil, les grandes dictatures militaires qui s'écroulent également. Notamment pour le Brésil en 1985, même si l'actuel président du Brésil avoue un certain regret pour cette période-là. Et donc effectivement, on a plutôt un modèle de la démocratie libérale qui a pour avoir été plutôt en crise dans les années 70, et là de nouveau extrêmement séduisant. Finalement, il est en train de s'imposer finalement un petit peu partout. Le nombre de démocraties libérales augmente finalement dans beaucoup de pays, alors que dans le même temps, le modèle communiste est en train de s'effondrer. Et ça, on verra ça donc après cette pause sur la première semaine distancielle après les vacances. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite vraiment d'excellentes vacances. Essayez d'en profiter le mieux possible, vu que les circonstances sont pas extrêmement faciles, forcément. Et donc voilà, bon courage, bonne chance à vous. Et j'espère vous revoir physiquement, après les vacances, le plus tôt possible, sincèrement. Allez, à bientôt et bon courage pour tout le reste.